Bonjour à tous. Une des dernières tables rondes aujourd'hui qui concerne le sujet de la sobriété foncière et la qualité architecturale. Donc un sujet qui nous tient à cœur, architectes, sur comment on s'adapte aux contraintes de sobriété foncière en maintenant le sujet de l'architecture. La table ronde est organisée au travers d'un projet exemplaire, projet qui a obtenu un prix, le trophée de la sobriété foncière et immobilière de l'ADEME en 2025, c'est important de le rappeler. C'est un projet porté par la ville de Lyon. Donc je vais bientôt laisser la parole à monsieur Michaud pour en parler, mais je vais d'abord présenter chacun des acteurs. Donc moi déjà, pour commencer, je suis Jérôme Béranger, élu à l'Ordre national des architectes. Ensuite, Margot Olvouette, déléguée générale de l'Institut de la transition foncière. Je pense que dans ta prise de parole, ça serait bien peut-être de présenter de façon un peu plus précise ce qu'est l'Institut de la transition foncière. Ensuite, monsieur Raphaël Michaud, donc adjoint à la ville de Lyon. Vous êtes adjoint en charge à la ville abordable, bas carbone et désirable. J'adore ce titre. Ensuite, monsieur Damien Lefebvre, architecte, au sein de la Chance à Tauber, architecte, donc qui intervient sur un territoire très large. Vous pourrez aussi en parler parce que l'intervention que vous faites à Lyon doit aussi, à mon avis, résonner avec d'autres projets que vous faites ailleurs et j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus. Donc dans un premier temps, je vous laisse, monsieur Michaud, présenter l'objet du concours que vous aviez lancé, votre démarche, la démarche environnementale de la ville de Lyon et plus précisément sur le sujet de la sobriété foncière. Merci beaucoup Jérôme pour cette introduction. Effectivement, je suis très honoré d'être aujourd'hui sur le stand des architectes pour arriver et présenter globalement les démarches qui sont portées par la ville de Lyon depuis plusieurs années, mais particulièrement qui se cristallisent autour de cette école Audrey Hepburn. On va dire comme d'habitude, il y a des très bonnes solutions, mais quel est le problème? Le problème à Lyon, c'est la rareté foncière. Le problème à Lyon, c'est la pollution des sols. Le problème à Lyon, c'est les îlots de chaleur urbains. Et le dernier, c'est la carence en nature, le fait que dans Lyon, on soit très en dessous de ce que l'OMS attend d'une ville, c'est-à-dire au moins 12 mètres carrés de nature par habitant. À Lyon, on est plutôt autour de 8, donc clairement, on a un retard très important. Donc en face de ça, toute la qualité du projet Hepburn, c'est de se dire qu'on a réussi à avoir un projet neutre en carbone à travers une solution bois qui sera exposée et qui donne une grande qualité d'usage, une grande qualité architecturale au projet. On a réussi à répondre aux enjeux d'îlots de chaleur urbains en allant garder de la pleine terre, garder des espaces qui soient perméables pour qu'on puisse avoir des enfants qui soient dans un espace agréable et confortable. On a travaillé sur la conservation, vous le verrez plus tard, des arbres, particulièrement autour d'un tilleul très majestueux qui fait la qualité dès le jour de la livraison de cet espace-là. Et puis évidemment, on ne sait pas protéger ce qu'on ne connaît pas, donc forcément, ce soin que les enfants puissent travailler dans la nature, avec la nature, et avoir ce contact dans cette cour nature, ce qu'ici à Paris on appelle une cour oasis, c'était très important. Donc voilà, une densité végétale qui rend possible une densité urbaine dans un site très contraint et dans un quartier, on y reviendra, qui est également un îlot de chaleur urbain colossal. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous laisse diffuser peut-être le PowerPoint que vous avez préparé, qui nous permettra déjà de situer le projet dans son contexte. Ça, c'est toujours intéressant de bien comprendre. Oui, effectivement, c'est important. Donc du coup, je vais vous présenter le projet architectural sur lequel on a travaillé. Donc c'est un projet qui est situé à Lyon, donc Lyon 9e, dans un quartier qui est quand même très dense. Collé au menton, c'est bien. Ouais. Donc dans un quartier qui est quand même très dense. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'image, c'est le projet avec la façade sur cour et le fameux arbre qui a été conservé pendant toute la durée du chantier. Et après, puisque il est toujours en place, il s'épanouit très bien. Donc en fait, conserver un arbre comme ça a nécessité un certain nombre de choses. Déjà, dès la genèse du projet, en fait, vous voyez, l'école est un petit peu plus haute que la cour nature, parce qu'en fait, le quartier est inondable.
Et donc, pour garder l'arbre, on a dû garder un niveau de sol qui soit celui de l'arbre existant pour ne pas l'étouffer lors de la construction. Donc du coup, le projet est surélevé pour les questions d'eau et de crue, puisque le quartier peut être inondé. Et en réalité, donc, on a modelé toute la cour nature du projet autour de cet arbre. C'était vraiment un des points forts du projet. Donc le site d'origine, vous pouvez le voir là sur la parcelle, donc c'est celui qui est dessiné en rouge. Donc c'était un site aujourd'hui, avant qu'on intervienne, qui était très minéralisé, avec effectivement quelques arbres à l'arrière, hein, comme on peut le voir, côté Tissot. Et le site en lui-même, sinon, il est d'un côté sur la gauche du site. Je ne sais pas si vous voyez le petit... Voilà, sur cette partie-là, en fait, vous retrouvez le bâtiment des Compagnons du Devoir, qui est un bâtiment classé. Et de l'autre côté, un théâtre, donc le théâtre Nouvelle Génération à Lyon, qui nécessitait aussi d'empiéter un petit peu sur le ténement, parce que sa scène était, c'est une des curiosités, était triangulaire, ce qui posait des problèmes pour tout ce qui était mise en place de décors, etc. Donc du coup, non seulement l'opération, il n'y avait pas beaucoup de place pour intervenir, mais en plus, on avait un chantier mitoyen qu'on a dû gérer en coactivité pendant le chantier, avec 2 grues, 2 chantiers indépendants, et également petit niveau de complexité supplémentaire, là où je mets la flèche, c'est une crèche qui est aussi en activité et qui jouxte le chantier. Donc on a eu quand même un certain nombre de contraintes, à la fois sur les mitoyens, côté TNG, et également avec la contrainte de garder un EVV qui prenait quasiment toute la partie centrale du site, plus de l'arbre à conserver. Donc en termes de densité, on peut voir à quel point le projet était dense auparavant. C'est ce qu'on retrouve sur la petite photo qui est située là. C'était un bâtiment R+8 de mémoire. Donc l'arbre préservé. Donc comme je vous ai expliqué, c'était un des points très importants du projet. On a tout construit autour de l'arbre. Là, vous le voyez vue de bas, vue d'en bas, je veux dire. Et là, c'est l'arbre qu'on retrouvait sur notre parcelle. Il y avait 2 beaux arbres ici également, qui étaient dans la cour de la crèche, cour que l'on a un petit peu réduit au profit d'une future entrée de l'école de ce côté. Voilà, parce qu'il y a tout un projet de la ville aussi d'avoir des allées piétonnes qui desservent les cours d'école, qui desservent les écoles justement pour avoir aller à l'école et avoir tout un environnement piéton. Donc les arbres ont vraiment été omniprésents et on a dès le départ beaucoup renseigné donc les cahiers des charges. Les entreprises étaient au courant, il y avait des pénalités qui étaient très dissuasives si on touchait l'arbre ou si on venait stocker à proximité. Voilà, c'était un projet dans le projet en quelque sorte. Mais au moins le résultat est là et le projet aujourd'hui existe autour de l'arbre. Au niveau des informations clés, donc, on était une équipe de maîtrise d'œuvre, donc c'est Atobe Architect qui était mandataire. On avait une mission complète, y compris OPC, DET et EXE. On avait un économiste qui s'appelle Globeco, un paysagiste qui nous a aidé à conserver l'arbre qui s'appelle Graphite, et un bureau d'études TCE qui s'appelle Synapse Construction, qui a fait donc tout le travail sur la structure bois-béton et les fluides. Donc au niveau des surfaces, on retrouve 2189 m² de surface utile, 1465 m² d'espace extérieur pour une parcelle de seulement 1600 m². Donc là, c'était un programme ambitieux de la part de la ville de Lyon parce que le site était vraiment contraint. Et dans notre proposition, en tout cas, on a proposé des cours et des espaces extérieurs qui sont bien supérieurs à ce qui était dans le programme par tout un tas de petites astuces que je vais vous expliquer après. Donc c'est un projet qui a été gagné sur concours en juillet 2020, PC déposé en juin 2021 et livraison en janvier 2024 avec malheureusement un petit peu de retard. Voilà, donc là vous avez la vue sur la cour du dernier étage avec une vue panoramique sur Lyon. On peut voir Fourvière au fond. Et de façon générale, pour les enfants, une fois qu'ils sont tout en haut, ils ont une vue sur le quartier qui est assez exceptionnelle. Le site après démolition, donc comme je vous disais, le site est inondable et en fait on voit que la nappe est quand même pas a pu être vraiment affleurante. Le bâtiment conservé et donc tout le travail sur les héberges, donc confortement des héberges de bâtiments anciens de part et d'autre. Donc en bas à droite, vous avez la photo du site des 1600 m², juste après qu'on ait fait le terrassement et avant de faire les fondations. Donc effectivement, comme c'était un site dense en milieu urbain, on a eu beaucoup de soucis avec les fondations, puisqu'il y a des fondations qui se sont retrouvées sur le sol, qui n'étaient pas purgées, de bâtiments qui dataient, qui n'étaient même pas répertoriés, donc avec tout un tas d'aléas, avec pas de place. Donc des fois, là où on avait prévu nos pieux, on a dû refaire des micro-pieux pour permettre de maintenir la structure. Et donc ça a généré quelques petites tensions sur le planning dès le départ de l'opération, mais qu'on a rattrapé à la fin.
Donc là, c'est un petit croquis que j'avais fait pendant le concours qui résume bien l'insertion dans le site. En fait, donc vous avez l'arbre conservé qui est en partie centrale, la cour nature que vous retrouvez en partie basse, la cour des moyens qui est située au deuxième étage, et la cour des grands qui en fait est la cour panoramique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, en fait, on a pris des risques en tant que maîtrise d'œuvre au moment du concours, puisque le cahier des charges demandait une cour en bas et une cour au dernier étage. Sauf que d'un point de vue pédagogique, comme c'est une école intégralement maternelle, les maternelles, dans leur cycle de vie de la journée, les escaliers, déjà, c'est compliqué pour les tout-petits. Donc en fait, ce qu'on a proposé, c'est une cour intermédiaire de façon à ce que les enfants ne descendent en bas que pour aller au restaurant. Donc finalement, en proposant ce système-là, les utilisateurs aujourd'hui sont assez satisfaits d'avoir une école maternelle, parce que ce n'est pas toutes les écoles qui montent en R+4. Le fait d'optimiser en fait les déplacements dans les circulations, ça a été un des travaux importants aussi dans la proposition du projet. Donc je vais vous montrer quelques images du projet. Donc on a construit tout en structure mixte bois-béton. Donc le bois est très apparent partout, dans les circulations, dans les salles de classe. On retrouve vraiment le contact du bois pour les enfants. Il y avait une vocation un peu pédagogique aussi de notre part pour que les enfants sachent qu'ils sont dans une école en bois, en milieu dense et au contact de la nature. Donc on a travaillé aussi sur tout un tas de choses le long des héberges pour avoir des plantes grimpantes, abriter les essences, des espèces des oiseaux surtout, des insectes aussi. Et on a travaillé donc tous les détails d'assemblage de menuiserie de façon à ce que le bois soit le plus apparent possible. On a l'école aussi qui est organisée autour d'un patio dans lequel on a mis un arbre pour des raisons à la fois symboliques et aussi on a pris un arbre, c'est un arbre de Judée en fait qui vit bien les saisons pour que les enfants, il y a un rôle pédagogique aussi quand ils traversent autour des circulations pour voir en automne les couleurs changer, etc. Voilà. Et donc avec une fosse de Stockholm pour garder l'eau il y avait un travail sur l'eau pour que l'arbre soit toujours alimenté en eau. Voilà, donc les quelques images de la cour du premier étage, l'insertion urbaine sur site, donc en milieu ABF, donc avec les monuments historiques, et enfin la vue de la cour ici, donc de la cour nature avec les parcours pour les enfants. Donc ça vous donne, c'est les photos qui ont été faites juste avant la livraison, où on voit un petit peu l'imbrication des volumes. Donc la partie qui est ici, c'est l'extension de la cage de scène du théâtre, donc qui est venue un petit peu déformer le projet à cet endroit, l'organisation autour du patio et la cour nature ici, la cour de la crèche qui est gardée en fonctionnement et le petit square ici qui nous a permis d'avoir de la lumière naturelle le long de la façade. Si on n'avait pas eu ce square, on n'aurait pas réussi à rentrer le programme au niveau de tout ce qui était lumière naturelle. Voilà pour la présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci, c'est forcément, ça ramène des sujets sur la programmation. Construire une école, quand on a de la place, on se pose rarement la question de savoir si on va construire un étage. Je pense que dans des villes denses comme Paris, comme Lyon, c'est des questions qui existent chez vous depuis longtemps. Moi, j'aimerais que ce soit un exemple justement sur le sujet de la sobriété foncière pour dire qu'on peut faire des choses autrement et que ça reste désirable. Et j'aimerais peut-être un peu vous entendre à nouveau sur le sujet de la ville désirable et la soi-disant contrainte de la sobriété foncière. La ville désirable, c'est quelque chose qui a clairement traversé tout le mandat et qui nous a explosé à la figure après les confinements, après le Covid, en mode mais pourquoi on habite encore en ville? Ça veut dire quoi habiter dans une ville qui soit dense à ce point-là? Et vous voulez vraiment encore signer des permis de construire? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait une défiance vis-à-vis de cette ville en disant on est trop plein, on est trop nombreux, arrêtez de signer des permis de construire. Et donc, il y a eu ce choix de dire dans Lyon, non, on a besoin d'un rattrapage, notamment sur les équipements publics. Et il va falloir qu'on arrive à montrer, à voir que l'architecture, c'est pas juste des toupies de béton qui viennent remplir des espaces qui avant étaient de la nature. Et donc, on a été rechercher des endroits qui étaient des endroits de friche, des endroits qui étaient des endroits de sous-densité, dans lesquels on a pu aller chercher tout ce qui allait pouvoir être désirable, justement. Et le désir, l'instinct le plus évident, c'était de se tourner vers les matériaux naturels. Et clairement, là, c'est les usagers qui en parlent le mieux. C'est-à-dire que le plaisir, c'est de voir les enfants évoluer dans ces espaces intégralement en bois. Damien en parlait, ce bois visible. Et de se dire que le plus grand succès dont on puisse témoigner, c'est de se dire que les parents, en allant chercher leurs enfants, au début, on se disait ils vont quand même aller chercher leurs enfants au 3e étage, ça va être compliqué, ça va être fatigant. En fait, les parents s'arrêtent dans l'escalier pour noter la référence du brasseur d'air pour mettre le même chez eux parce qu'on est quand même en mai et il fait déjà 40 degrés dehors, comment on va faire? Et de fait,
on est bien dans cet espace-là, qui est un espace qui a été bien pensé, qui est lumineux, qui est où le soleil reste dehors quand il faut, inversement où les rayons viennent pénétrer plutôt au solstice d'hiver. Donc cette qualité d'usage, cette qualité architecturale, elle a trouvé sa solution dans le plaisir d'habiter en ville, puisqu'on a une architecture qui est soignée au service des usagers. On a une végétation qui est luxuriante et on a une densité végétale qui est très importante. Et on a ce plaisir de se dire que dès le plus jeune âge, des enfants peuvent aller tout seuls à l'école. Je pense qu'Eburn, c'est pas tout à fait l'exemple parce que ça reste une maternelle et que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens et beaucoup de parents qui se sentent de laisser partir leurs enfants en maternelle à pied. Mais voilà, à terme, nous, on observe que petit à petit, l'âge des enfants qui se promènent tout seuls dans la rue baisse au fur et à mesure qu'on a sécurisé les espaces et qu'on a recréé cette ville de la proximité, cette ville du quart d'heure. Et je pense vraiment que l'école, ici, y contribue à travers son architecture, sa densité, sa compacité, qui clairement a été au-delà de ce que les services appréhendaient, de ce que les usagers craignaient, non, ça va être trop dense, ça va être trop compliqué au quotidien. Là, la réalité, c'est que ça fait partie des écoles qui sont plébiscitées, où l'ADEME nous souligne la qualité de ce qui est fait, mais clairement, derrière, ça fait partie des choses qui réinscrivent le quartier dans une dynamique positive. On était sur un quartier relativement populaire, où il y avait un évitement scolaire, et là, clairement, à travers du confort d'usage, on voit s'inverser des dynamiques qui étaient sinon assez destructrices. Ce que dit aussi le projet, finalement, une fois qu'il est construit, c'est que cette sobriété foncière laisse une grande place à l'architecture. Du coup, j'aimerais, Margot, vous entendre sur ce qu'est l'Institut de la transition foncière, vous entendre aussi sur l'évolution des politiques. On a connu la loi ZAN qui a été mise à mal, on parle d'une loi Trace. Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour faire évoluer les regards sur le sujet ? Oui, merci. Je vais présenter l'Institut dans un instant, mais avant, rebondir sur ce qui a été dit avant. Merci beaucoup d'avoir présenté ce projet d'abord, parce qu'on voit bien à travers cet exemple que chercher la qualité environnementale, chercher à partir du contexte local, ce fameux arbre, en fait, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment une opportunité. Vous l'avez dit, Raphaël, au début de votre intervention. Avec ce projet, vous êtes venu répondre à plein d'enjeux d'un coup, en fait. Vous êtes venu répondre aux enjeux de lutte contre les îlots de chaleur urbains, vous avez parlé de prévention du risque inondation, vous avez parlé aussi d'accès à la nature à travers les recommandations de l'OMS. Donc on parle vraiment de santé, on parle de santé mentale. Et donc, dans le discours qui peut parfois s'installer de l'environnement comme une contrainte, ce projet montre que non, la prise en compte de l'environnement, c'est véritablement une opportunité. Et je pense qu'il faut le souligner en partant de ce projet, et souligner aussi qu'il y a beaucoup de projets désormais qui se font. Alors celui-là est particulièrement exemplaire sans doute à plus d'un titre. Mais ce qu'on observe en tout cas, c'est que, vous l'avez souligné aussi à l'ordre des architectes, on voit de plus en plus de projets exemplaires, notamment en matière de sobriété foncière. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais venir. Et le second, c'est aussi que pour que ces projets-là, exemplaires en matière environnementale et donc en termes de santé et donc en termes de prévention des risques existent, il faut que des acteurs travaillent ensemble. C'est ce que vous avez fait ici. On a un exemple d'une commande publique avec une réponse privée. Ce que je veux dire par là, c'est que les acteurs avancent sur cette question de la sobriété foncière, sur cette question de la prise en compte des sols, de l'environnement. On a des exemples partout sur le territoire qui viennent du privé, qui viennent du public, qui existent dans la planification, qui existent à l'échelle du projet. Maintenant, la transition foncière, globalement, elle est en marche. On a des exemples partout sur le territoire de différents types d'acteurs. Et ça, c'est important de le souligner parce que justement, vous m'interrogiez sur le contexte politique. Peut-être ici, vous avez suivi sans doute les péripéties autour du zéro artificialisation nette. Là, on devrait avoir... en tout cas, il a été annoncé que la proposition de loi Trace qui vise à remettre en question le zéro artificialisation nette devrait arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale en début d'année, en février. Et donc, je pense que c'est particulièrement important en ce moment de dire collectivement, acteurs publics, acteurs privés, acteurs associatifs, je vais revenir sur votre question et présenter l'Institut dans un instant, de dire collectivement que la France avance globalement sur ce sujet et qu'en fait, ce qui manque, peut-être c'est... disons qu'on a l'objectif ZAN, mais on n'a pas la politique publique pour l'atteindre.
Vous avez souligné aussi dans votre présentation un certain nombre de complexités, de difficultés pour vraiment prendre en compte l'environnement local. Cet arbre, ça pose des questions d'ingénierie, ça pose des questions de financement aussi. Peut-être qu'on va avoir plus de difficultés à financer des projets en sobriété foncière, en renouvellement urbain, plutôt qu'en extension sur un champ de patates. Et donc, où sont les moyens justement pour la mise en œuvre de cet objectif? Et au fond, cet objectif ZAN en soi, c'est pas ça qui est important. L'objectif, c'est la sobriété foncière pour la qualité de vie, l'habitabilité des territoires, et c'est vraiment ça qu'il faut garder en ligne de mire, et pas se concentrer uniquement sur le ZAN. Et donc, j'en viens à la présentation de l'Institut. Nous, c'est précisément ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire essayer de créer collectivement, avec les acteurs publics, avec les acteurs privés, avec les acteurs associatifs, avec les acteurs scientifiques également, les outils, les moyens qui vont nous permettre collectivement de mettre en œuvre cet objectif, mais encore une fois, surtout de faire de la sobriété foncière pour répondre à tous les enjeux que vous avez présentés au début. Parmi ces outils, voilà, nous, un enjeu particulièrement fort qu'on identifie, c'est celui, bien sûr, de la question du modèle économique de cette sobriété foncière. Comment est-ce qu'on fait pour financer ces projets qui peuvent avoir des surcoûts? Donc on a mis sur pied, c'est un des exemples parmi d'autres des travaux de l'Institut de la transition foncière, on a mis sur pied une méthodologie pour intégrer dans le bilan d'opération, que ce soit d'aménagement ou de promotion, l'impact écologique que les projets vont avoir sur les sols, qu'ils soient positifs ou négatifs. Dans l'objectif que les projets artificialisants, qui ont un impact négatif sur les sols, en fait, soient plus chers que les projets en renouvellement urbain et visibiliser une dette écologique évitée dans les projets en renouvellement urbain et surtout venir permettre d'avoir un bonus pour les projets, encore une fois, qui évitent l'artificialisation ou qui renaturent. Donc voilà, on essaye de créer ces outils, d'innover au service ensuite des acteurs opérationnels que vous êtes tous autour de la table. Et juste pour terminer, donc ça c'est voilà, comment est-ce qu'on travaille collectivement pour doter les acteurs de la filière de l'aménagement des outils au service de la sobriété foncière. Et donc, on est une association d'intérêt général. Et tout ce qu'on fait derrière a vocation à être public, à être utilisé largement. Et donc, on porte aussi un plaidoyer en faveur de ces bonnes pratiques et de ces outils. Merci beaucoup. Je voudrais justement revenir sur cette question de coût. Enfin, déjà, peut-être poser les choses un peu différemment, en considérant que de toute façon, la politique de la ville, c'est du long terme. La politique de l'environnement, c'est du long terme. Donc j'aimerais vous entendre peut-être un peu là-dessus, et côté ville et côté architecte, mais sachant tout de même qu'on est sur une opération qui parle de sobriété foncière, mais pas seulement. Il y a un enjeu environnemental qui est largement supérieur sur ce projet. On l'a vu au travers de la façon dont vous l'avez construit, enfin, les matériaux que vous avez mis en œuvre, la qualité d'usage dont on parle. On sait qu'il fait bon malgré les surchauffes estivales. Donc ça, c'est pas rien. Donc c'est démonstrateur aussi à ce titre-là. Moi, je pense qu'il faudrait que vous nous donniez déjà le coût au mètre carré, parce que ça sera intéressant de pouvoir le comparer par rapport à d'autres sujets, y compris sur d'autres territoires. Mais là, il y a quand même une évidence qui saute aux yeux, c'est ça nous amène à penser la densité, à repenser la densité, et on est sur un bâtiment finalement qui est extrêmement compact. Donc voilà, je vous laisse en parler davantage. Alors effectivement, au niveau de la compacité du bâtiment, c'était un des points super importants dès le début, parce qu'en fait, quand on a eu cette idée au moment du concours, finalement, ça rentrait pas vraiment en fait. Donc on a dû retravailler, utiliser tout un tas d'astuces, notamment les escaliers font 3 volets. Alors c'est assez inhabituel, mais en fait ça permet de gagner un tout petit peu de place, le tout petit peu de place qui suffit pour rentrer le bon nombre de salles, etc. Ensuite, au niveau de l'espace, on a aussi utilisé, par exemple pour les salles de repos, on les a mis en second jour avec le patio. Enfin, il y a tout un tas d'astuces comme ça qu'on a réussi à faire pour optimiser au maximum la compacité du bâtiment. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, au niveau du coût du projet, c'était le coût de travaux. C'était 7 200 000 euros pour un bâtiment qui est à peu près à 2200 mètres carrés construits. Donc c'est vrai que c'était un peu plus cher que certains bâtiments qu'on a pu réaliser auparavant, mais c'est pas non plus x10 ou x2 quoi. Ouais. Là où moi je veux bien compléter, c'est que le coût d'une opération pour la maîtrise d'ouvrage, c'est évidemment l'achat du terrain,
la démolition, la dépollution et ensuite le coût de travaux. Enfin, et par ailleurs les honoraires de l'architecte. Mais ça, c'est l'épaisseur du trait. La réalité, c'est que finalement, pour nous, c'était clairement une économie. C'est-à-dire qu'on a un ratio à la ville de Lyon qui est de dire une classe, c'est 1 million. Donc on fait 9 classes, ça va coûter 9 millions. Et là, dans la réalité, en fait, finalement, puisqu'on était sur un terrain qui était à nous, qu'on n'avait pas payé, qui était peut-être un peu trop petit, un peu trop contraint, mais qui était exactement devant le métro, exactement là où habitaient les gens, on s'est dit c'est là qu'il faut construire. Donc on s'est dit tant pis si c'est un peu plus cher, tant pis si au final on est plutôt autour de 3 000 € le mètre carré, alors que sur d'autres écoles qu'on fait ailleurs, avec les mêmes matériaux biosourcés, géosourcés, on est plutôt autour de 2 500 €, 2 900 €. Ça dépend où est-ce qu'on construit, mais on est un tout petit peu en dessous. Par contre, on paye le terrain 3 millions, on paye la dépollution 600 000 €, on paye la déconstruction, on paye le désamiantage. Et au final, nous, on reste dans notre épure qui est de dire on est en dessous d'1 million par classe. Et en fait, finalement, cette densité, elle se paye facilement. Surtout que d'autant plus dans le temps, derrière, c'est une qualité de réalisation et c'est une qualité d'expertise pour que ça tienne et que ça marche bien, qui fait que ça va être beaucoup plus pérenne dans le temps. Parce qu'il y aura eu plus de matière grise, plus d'ingénierie. Et je suis persuadé que sur le temps long, la ville de Lyon gagnera de l'argent, ou en tout cas on économisera par rapport à d'autres opérations où on a été étendre des écoles avec notre ratio très classique, mais où au final l'architecte était moins contraint, l'entreprise était moins contrainte, et au final la qualité, ça se voit, a été un peu négligée parce qu'on ne voyait pas où serait le problème. Damien, si on peut un peu poursuivre sur cette notion de politique foncière rapportée au territoire. Vous avez la chance d'avoir une agence qui est installée sur un territoire extrêmement large, parce que moi je savais que vous étiez en Normandie, vous êtes aussi à Lyon, mais vous êtes aussi à l'étranger. Oui. Ce retour d'expérience est vraiment intéressant à comprendre. Et, voilà. Alors, l'économie foncière, en fait, on peut penser que c'est un problème un peu franco-français, mais quand on travaille dans les grandes villes d'Afrique, dans les métropoles, type Abidjan, Dakar, c'est pareil, il n'y a pas de place. Donc en fait, les enjeux concernant les réflexes en tout cas qu'on a dans le cabinet concernant le manque de place, on les mutualise effectivement également sur les expériences à l'étranger, en France, sachant que ça reste quand même une histoire souvent de compacité et d'organisation. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est des projets très contraints, mais c'est souvent des contraintes en fait qu'on a. Quand on est très contraint, on arrive souvent à faire des choses à la fin qui sont plus réussies que quand on a moins de contraintes. Donc ça c'est sûr. Et en tout cas, ça va un peu dans le sens de l'histoire aussi. On est obligé de toute façon de densifier un maximum aujourd'hui. C'est un enjeu urbain. Je ne sais pas comment on peut conclure là-dessus. Moi, j'ai peut-être sur une note extrêmement positive, parce que moi, je trouve qu'un projet comme celui-là, dans une ville avec une densité folle, la ville de Lyon, qui a toujours été effectivement confrontée à cette notion de limite, de capacité foncière, elle permet de penser quand même sur des territoires qui ont l'impression que c'est leur enlever la possibilité de faire. Je pense que ça permet de repenser la façon de concevoir la ville. Et peut-être sur ce travail de cartographie, si on peut en parler un peu plus. Oui, effectivement, en un mot, je le disais, l'importance de se compter un peu, de compter les acteurs qui innovent en faveur de la sobriété foncière, de l'environnement. En fait, quand on commence à se compter, on se rend compte qu'on est très nombreux. Et donc ça fait partie des travaux qu'on initie, notamment avec le Conseil national de l'ordre des architectes, de cartographier tous ces bons exemples, ces bonnes pratiques, que ce soit en termes de planification, que ce soit en termes d'opérations exemplaires, pour montrer, encore une fois, ce mouvement en marche, ce mouvement très avancé de la transition foncière. Et donc voilà, c'est un travail qui sera publié dans les prochains mois, et qui permettra aussi de mettre en lien les différents porteurs de projets qui rencontrent des difficultés sur tel ou tel aspect, qui pourront donc se connecter avec des porteurs de projets qui auront déjà trouvé des solutions ailleurs. Et ça sert aussi justement ce fameux message de il ne faut pas revenir en arrière sur les objectifs qu'on s'est fixés. Quand on a du mal à atteindre ces objectifs, il faut peut-être changer les moyens et pas juste supprimer les objectifs. Donc voilà, c'est un appel aussi à la mobilisation qui nous sera utile dans les prochains mois. On peut passer aux questions, si vous en avez, dans la salle. Léonard. Merci Jérôme.
Moi j'ai une question, donc là on a vu que la sobriété foncière dans une grande métropole ça pouvait être opportun, si ce n'est à court terme, au moins à long terme financièrement. Mais pour un territoire qui est beaucoup moins contraint d'un point de vue foncier, comment lui, il peut faire pour avoir une politique de sobriété, puisqu'a priori c'est quand même un coût supplémentaire, au moins à court terme. Je pense que il faut faire attention aussi à ne pas opposer justement les différents. Alors, oui, il y a des différences entre métropole et territoires ruraux, évidemment. Par contre, dans beaucoup de territoires ruraux, il y a aussi en réalité des réserves. Il y a des friches, il y en a un peu partout. On a de la vacance sur les logements, sur les locaux d'activité. Donc, pour nous, la première étape, c'est déjà de, bien qualifier le besoin. À quoi est-ce qu'on veut répondre? Est-ce qu'on veut répondre à un enjeu d'attractivité économique? Est-ce qu'on veut répondre à un enjeu de déprise démographique, par exemple? Bien qualifier le besoin, ensuite bien identifier les gisements, parce que là encore, ils existent en réalité. On a dans tout type de territoire de la vacance, des gisements, des possibilités d'intensifier aussi les usages. Et à partir de là, on a un enjeu de connaissance aussi des opportunités écologiques du territoire, que ce soit sur la qualité des sols, que ce soit sur le couvert végétal, les continuités écologiques. Et ensuite, on va répondre à ce besoin en fonction du diagnostic. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas forcément partir du principe que les territoires ruraux n'ont pas les ressources foncières, les gisements à mobiliser. En réalité, quand on a une finesse d'analyse, on se rend compte que les opportunités, elles y sont aussi. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que finalement, même quand on est dans des territoires ruraux ou périurbains, je pense que la question de la maîtrise du foncier, elle est importante. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des fonciers très grands, on peut tout à fait dire, plutôt que de prendre tout le foncier, on n'en prend qu'une partie, et l'autre, on peut le laisser. Alors pour les écoles, ce qui marche très bien, c'est de faire des éco-cours, par exemple, en plantant et puis en donnant accès potentiellement aux enfants. Et puis, ça reste une réserve foncière pour la suite parce que c'est de la surface de cours supplémentaire. Enfin, là, je prends l'exemple des écoles, mais de façon générale, je pense que tout le monde a intérêt à économiser son foncier aujourd'hui. Si je peux compléter, il y a aussi le sujet de la qualité des sols, qui ne se pose peut-être pas de la même manière au sein d'une ville comme Lyon qu'en milieu périurbain, où on est face à des qualités de sol extrêmement différentes et qui peuvent guider un projet de territoire aussi. On peut parler d'agriculture au passage. Oui, effectivement, là encore, la question, c'est de renverser un petit peu le regard et de partir du contexte local, du contexte environnemental, écosystémique, comme une opportunité. Quand on parle de sol, on se dit il faut protéger les sols, on fait de la sobriété foncière. Mais pourquoi en fait est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que les sols, c'est le premier réservoir de biodiversité mondiale, déjà, dans les sols, sans même parler de la biodiversité terrestre qui s'épanouit au-dessus. Les sols, bien sûr, c'est de l'alimentation, l'agriculture, c'est la rétention de l'eau, le cycle de l'eau de manière générale. Et puis c'est le premier puits de carbone. Donc déjà, de manière générale, on a une véritable opportunité à cette préservation des sols. Ensuite, effectivement, à l'échelle du projet, va se poser la question de comment est-ce qu'on spatialise une opération en fonction de la qualité des sols. Et là, on a un enjeu de connaissance. Actuellement, il faut réaliser des diagnostics de qualité des sols pour prévoir cette déjà planification urbaine, mais ensuite vraiment la programmation à l'échelle du projet. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est quand même une donnée qui manque un peu. On a une connaissance qui est un peu manquante au sens où on a des grands carreaux de 16 km de côté en termes de connaissance de la qualité des sols de manière à peu près homogène, parce qu'en fait, même sur cette donnée-là, on ne va pas avoir en réalité les grands centres urbains. On n'a pas Lyon et la métropole, on n'a pas Paris et la métropole. Donc voilà, on a un enjeu à s'améliorer aussi collectivement sur cette connaissance de la qualité des sols pour planifier la fabrique de la ville et pour planifier les opérations. Je pense que sur cette question de y aurait-il l'urbain versus le rural, moi ça me semble très important de se redire qu'on est tous sur la même planète et qu'on est tous sur les mêmes territoires. Nous, on a eu la chance de faire partie dans ce mandat-là de ceux qui ont rédigé le schéma de cohérence territoriale. Donc on était à l'échelle de 98 communes sur toute l'agglomération lyonnaise.
Et on allait de territoires extrêmement ruraux et extrêmement peu denses jusqu'à cet hypercentre de la Croix-Rousse étant le quartier le plus dense d'Europe. Et ben, à travers ces échanges, on a pu se rendre compte que de toute façon, on était dans une interdépendance très étroite et que la majorité des gens qui sont dans les territoires ruraux travaillent dans la première couronne ou dans l'hypercentre de la ville. Donc de toute façon, on est dans le même bassin d'emploi. Mais on est de la même manière dans le même écosystème, c'est-à-dire que finalement, quand dans le SCOT, on va dessiner une grande ceinture agroforestière qui va être d'une dizaine de kilomètres avec une épaisseur très importante, ça va réguler le climat de toute l'agglomération et ça va rendre vivable toute l'agglomération. Donc moi, j'aime pas bien cette opposition-là. C'est vrai que le projet qu'on présente ici, il est spécifiquement adaptable dans les cœurs de ville et dans les cœurs d'agglomération. Mais finalement, cette chance d'avoir de la pleine terre qu'il pourrait y avoir dans d'autres territoires, il faut absolument la préserver de manière fondamentale. On voit bien qu'il y a un besoin de relocaliser notre alimentation, de mieux maîtriser les chaînes alimentaires. Je vous parlais du confinement, mais même au-delà de ça, il y a vraiment cet enjeu de se dire qu'est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange du bœuf brésilien ou on mange du bœuf qui a fait moins de 20 km? Ça, c'est un vrai enjeu de qualité, c'est un vrai enjeu de santé. Et donc, dans cette approche d'urbanisme favorable à la santé, d'approche globale et de santé globale, c'est vraiment très important de ne pas opposer les territoires et de se dire que la sobriété foncière, elle est valable partout, elle est plus ou moins tendue et elle est plus ou moins prégnante partout, mais elle est vraie partout. Et nous, quand on a l'opportunité d'avoir des terres agricoles, eh ben, la métropole fait un très bon travail de les acheter et d'y réinstaller des maraîchers pour alimenter les collèges, pour alimenter les écoles. Et c'est certainement pas des zones qu'on flèche pour implanter les futurs collèges. Si on a besoin d'un deuxième collège, on le met sur le premier et puis on avance comme ça. Merci, parce que je trouve ça c'est une excellente conclusion en fait d'avoir dézoomé, de ramener les choses à l'échelle d'un territoire, de la cohérence territoriale, quoi. Et c'est tout ça l'enjeu effectivement de la sobriété. Si vous avez d'autres questions? Non. Bah, je vous remercie beaucoup.